Chers amis, bonjour. Je me suis remise dehors pour faire ma vidéo cet après-midi. Alors j'ai commencé par mettre en plein soleil et puis je me suis dit plein soleil ça va pas du tout à cause de l'écran d'ordinateur, donc je suis installée à mi-ombre. Alors je viens de voir Grandeur Nature et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors j'ai trouvé ça beaucoup plus qu'intéressant en fait, j'ai trouvé ça limite bouleversant pour moi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, évidemment, moi, on compte sur moi pour... comment dire on compte sur moi pour sauver les espèces qui sont en voie de disparition. Enfin, non pas pour le faire, mais pour booster ceux qui le font. Donc, ça consiste en quoi ? Ben, ça consiste dans le fait de trouver des idées, par exemple, entre autres. Et donc, comme dans les autres domaines, je suis bien loin d'être stérile. Je suis peut-être stérile maintenant pour faire des bébés, mais je suis loin d'être stérile pour tout le reste. Alors, comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Enfin, voilà. Et donc là, je suis... Alors, je vais vous expliquer pour quelle raison ça me touche plus particulièrement cette histoire d'éléphants en Côte d'Ivoire. C'est tout simplement parce que moi, je suis de Haute-Normandie. Et alors, en Haute-Normandie, on a quelque chose de très spécial qui s'appelle le musée de l'ivoire à Dieppe. C'est-à-dire qu'à Dieppe, en Haute-Normandie, il y a une tradition de la sculpture de l'ivoire parce que c'est un port par lequel arrivait tout l'ivoire qui venait justement de là-bas. Voilà une des raisons pour lesquelles cette cause-là m'est particulièrement chère. Bon, il se trouve que avec les problèmes que j'ai au niveau de mes jambes, qui particulièrement en ce moment me posent plus de problèmes parce que j'ai ce que l'on appelle des éléphantiasis aux pieds. Voilà. Et ce qui est quand même assez emmerdant, quoi, pour être franche. Et alors, ils ont employé en plus ça a été tourné récemment, et ils ont employé des drones pour filmer. Ce qui fait que ça donne comment dire ? Ça donne une image de l'intervention quand même... comment dire ? Enfin, on voit à quel point il y a des moyens considérables de mis en œuvre pour déplacer ces éléphants. Alors, je vais vous expliquer où réside le problème. C'est que les éléphants en Côte d'Ivoire, évidemment, sont chassés depuis très longtemps pour l'ivoire. Bon, c'est ce qui cause la cause de sa mort. Mais le problème, c'est que son habitat est très largement perturbé. Et étant donné qu'ils sont perturbés, eh bien, ils s'approchent anormalement des villages où vivent les Africains. Et le résultat, c'est que les Africains se retrouvent en train de cultiver leurs terres et ils sont en danger, quoi. Si jamais ils croisent un éléphant, ils sont vraiment en danger, quoi. Et l'éléphant qui doit manger, si j'ai bien entendu, 200 kilos de verdure par jour, bousille complètement les récoltes, quoi. Alors, on en revient... Alors évidemment, il y a des gens qui doivent se dire c'est complètement stupide de faire une chose pareille. Alors qu'est-ce qu'elle raconte ? En France, elle préconise d'autoriser l'abattage des loups, et puis en Afrique, au contraire, on les attrape et on les déplace. Mais oui, mais c'est-à-dire que le loup, je n'irai pas jusqu'à dire que le loup est une espèce invasive en France, mais en fait, si, je le dis. c'est une espèce qui commence à devenir invasive. Et quand une espèce commence à devenir invasive, on est obligé malheureusement de trouver des solutions. Voilà. Parce que tout le monde, évidemment, il y a toujours dans les écologistes, il y a toujours des puristes qui vont revendiquer le fait de ne toucher à rien, etc. Le problème, c'est qu'il faut quand même bien arriver à limiter une population d'animaux quand elle devient invasive. On a par exemple, nous ici en Haute-Normandie, mais dans d'autres régions de France, on a le problème avec les sangliers, par exemple. Alors vous avez d'un côté les sangliers, les chasseurs qui donnent à manger aux sangliers pour qu'ils se reproduisent, sauf que le sanglier, pour information, ceux qui ne seraient pas au courant, c'est que c'est de la même famille que les porcs. Et donc, si jamais vous les alimentez de trop, ils se reproduisent de façon exponentielle et ça pose des réels problèmes au niveau de la récolte dans le maïs à l'automne, par exemple. Il ne faut rien faire pour inciter une population animale à se reproduire plus que la normale. On doit juste lui laisser
son habitat sans le bousiller. Ça, c'est vrai, c'est notre devoir, effectivement. Mais l'ONF fait ce qu'il faut pour ça, et les propriétaires privés de bois font le nécessaire aussi, à mon avis. À part mettre des points d'eau, éventuellement, sur ce point encore, je veux bien admettre qu'on puisse faire des efforts, des points d'eau, voilà. Mais les nourrir, non, je suis désolée. À part quelques... il est possible que pour certaines espèces, ce soit nécessaire de leur filer éventuellement un coup de main, mais il arrive surtout en fait l'effet contraire, c'est-à-dire que la faune sauvage a tendance à s'approcher anormalement des villes et à poser d'autres problèmes. Voir par exemple le problème des ours bruns qui dans certaines villes, je pense qu'en Allemagne il me semble, en Autriche, au Canada par exemple, il y a des grizzlies qui s'approchent des villes, qui rentrent dans le truc des poubelles, qui bouffent les poubelles, etc. Et si vous en croisez un, à mon avis ça risque de faire tout drôle quand même. Hein. Enfin ça peut être dangereux quand même. Hein. Au Canada je sais qu'il y a des gens qui campent par exemple et ils ont des trucs sucrés dans la tente, ça fait un drôle d'effet quand ils se pointent, hein, j'imagine. Hein. Bon, je sais qu'à Londres par exemple, vous avez les renards qui sont installés dans les banlieues de Londres. Moi, ma fille habite à Londres et elle m'a déjà raconté que quand elle se levait à 5h du matin pour aller bosser, enfin 5 ou 6h du matin, elle voyait les renards qui galopaient dans la rue, quoi. Je veux dire, il faut bien trouver une solution. Bien sûr, alors, il n'est pas question de les chasser plus que de raison. Hein. Je sais que par exemple les renards à l'état sauvage, on les a souvent considérés comme des nuisibles. Le problème c'est que quand on tue un renard pour une raison ou pour une autre et qu'on étudie ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il a dans l'estomac, en fait on se rend compte qu'il ne mange à 99% que des animaux malades, des mulots, des choses comme ça. La poule, etc., c'est quand même relativement rare. Et puis de toute façon c'est à nous, en tant qu'individus qui avons des animaux, de nous protéger des animaux sauvages et pas l'inverse. Voilà. On n'a pas à empiéter sur leur territoire à eux. On a fait assez de merde comme ça, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Bon, maintenant, quand ils posent un problème plus grave, hein, c'est-à-dire qu'ils présentent un danger vraiment pour la population, ou là comme les loups par exemple qui commencent à devenir invasifs en France, il faut effectivement avoir recours aux chasseurs à mon avis pour augmenter le nombre de loups tués chaque année. Je dis bien augmenter un peu, il n'est pas question d'autoriser la chasse aux loups comme ça, quoi. J'espère que j'ai été assez clair sur le sujet. Bon, là pour les éléphants, donc il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais entendu parler qu'il y avait des régions justement où il y avait des villages africains qui se trouvaient menacés par le... J'ai déjà sainte c'est déjà sainte que j'ai pris dans mon ancien jardin qui sont super bons. Je parle et je les prends. Oui, j'expliquais donc que il y a certains villages en Afrique, donc aujourd'hui, étant donné que les forêts en Côte d'Ivoire ont été trop abîmées, les éléphants se trouvent perturbés dans leur habitat naturel et donc se rapprochent trop des humains et pose de véritables problèmes. Et donc moi j'étais très emmerdée parce que s'il y a un animal qui est le symbole justement de la de la chasse, même si c'est interdit, c'est quand même bien l'éléphant au même titre que le panda quasiment, quoi. Donc c'était vraiment un énorme problème et donc j'avais réfléchi au problème, moi évidemment, pour essayer de contourner, quoi. Donc j'avais pensé à des systèmes d'ultrasons peut-être pour les chasser. Mais le problème c'est que moi ce que j'avais entendu c'était le danger qu'ils représentaient quand ils entraient dans le village. Mais en fait il n'y a pas que ça, il y a le problème tout simplement des cultures qui sont dévastées, quoi. Et ça, les cultures dévastées, on peut pas se permettre de foutre des trucs à ultrasons autour de toutes les cultures, quoi. C'est absolument pas envisageable, quoi. Mais pour vous expliquer justement ce problème de faune sauvage par rapport à l'homme, je vais vous raconter un truc justement. Moi, je suis considérée comme par France Inter notamment, qui a eu l'honneur et l'avantage d'être la première radio qui m'ait consacré une émission, voilà, qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, le trou, oui, comme d'habitude. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Je mettrai ça sous la vidéo. Et je suis considérée d'une certaine façon comme l'enfant spirituel de la princesse Tsurza. Oui, rien que ça.
Oui, bien sûr. Bah, la princesse Turza, la princesse Turza est au milieu des jardins, ce que, je sais pas moi, Molière est à la comédie, ou c'est vraiment une des maîtres du jardin des 50 dernières années, quoi. Voilà. Et donc, mon ex et moi, on allait souvent voir son jardin à Varangeville-sur-Mer, et c'est sa nièce, je crois, ou sa fille, je sais pas exactement, qui ont repris son jardin, et donc je sais pas du tout où est-ce qu'il en est, mais je me souviens très bien que on était allé voir son jardin à plusieurs reprises, et puis elle avait un problème justement parce qu'elle a un bois paysager, donc en bord de Seine, en bord de mer, hein. C'est pas loin de Dieppe en fait. Justement, c'est pas loin de Dieppe. Et alors, elle avait un problème, c'est que son bois, qui est paysager, avec des essences très rares de rhododendron, d'azalée, etc., se trouvait plus ou moins saccagé par les chevreuils, chaque année. C'est-à-dire que quand les chevreuils, en période de gelée et tout, les chevreuils entraient dans le jardin et bousillaient, enfin, faisaient vraiment des gros dégâts, quoi. Et donc, en fait, elle avait essayé plusieurs ruses et tout, puis ça fonctionnait pas. Et donc, elle a fini par se mettre en relation avec la fédération des chasseurs de Haute-Normandie et exposer son problème. Et en fait, elle a contourné le problème en disposant dans son jardin, donc je suppose qu'ils le font toujours, des caisses de pommes à couteau tombées. Voilà. Et donc, elle mettait des caisses et parce qu'en fait, les chevreuils rentraient dans son jardin pour manger des végétaux qui étaient encore en verdure, je suppose, parce qu'il manquait d'eau, quoi. Et donc, en mettant des pommes, en fait, les chevreuils mangeaient les pommes, et puis ils touchaient à rien. Voilà. Ce qui fait ils faisaient juste que de passer, qu'en fait. Donc, comme quoi, il faut ruser quelquefois, quoi. Il faut trouver des... Mais bon, c'est vrai que ruser pour limiter la casse des chevreuils et ruser pour limiter la casse des éléphants, on n'a pas tout à fait affaire à la même bestiole, quoi. Et oui, nous avons ça aussi, ici. Enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et alors, parce que j'ai été j'ai été vraiment extrêmement touchée parce que je sais que ce documentaire-là, j'en suis l'inspiratrice, quoi. Et donc ça m'a bouleversée de voir que ce que j'ai demandé et ce que j'ai soutenu puisse avoir été écouté à ce point-là, au point que les associations comme le WWF et tout ça et le gouvernement de Côte d'Ivoire investissent des sommes aussi importantes pour travailler sur ce problème, quoi. Donc oui, ça m'a bouleversée, je vous le dis franchement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, concernant le problème de l'ivoire, je me souviens notamment d'avoir vu un film qui m'avait énormément touchée aussi, qui était avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret, qui était Le Sauvage, si je ne me trompe, mais je me trompe peut-être de titre, mais non, je crois que c'est ça. Et il s'agissait en fait de Philippe Noiret, qui était évidemment un ours mal léché, comme d'habitude, comme il avait assez coutume de jouer, en fait, assez souvent. Et il était divorcé avec Catherine Deneuve, et elle travaillait dans le tourisme. Et alors, elle voulait venir là-bas, mais sans... Elle prétendait que c'était pour du tourisme et tout ça, et en fait la véritable raison c'est que elle voulait jeter un œil, elle voulait aller visiter les Pygmées, et justement dans le but d'y installer pas nécessairement un Club Med, mais quelque chose de touristique, quoi. Voilà. Et alors donc elle tait évidemment son projet à Philippe Noiret. Bon, lui évidemment il est aviateur, donc il a un tout petit avion, qu'il atterrit sur des pistes de fortune, enfin bon. Et donc la confrontation entre lui et elle, déjà le film était vraiment tout à fait savoureux. Et en fait, quand elle découvre comment vivent les Pygmées, qui ils sont, etc., quels sont leurs modes de vie et tout, en fait, elle est bouleversée et elle décide de renoncer complètement à son projet, par respect pour eux. Donc, quand vous voyez ça, vous pouvez réaliser aussi, dans mon cheminement personnel par rapport aux médias, j'ai des plages de soleil et des plages... Et par rapport aux médias, le problème, le positionnement que j'ai moi par rapport au peuple d'Amazonie, par rapport aux peuples qui sont autochtones partout sur la planète, et l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue,
justement, où j'ai tenu des propos bien particuliers à ce sujet-là. Parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retourner voir, où j'expliquais que je ne voulais pas que les peuples autochtones soient considérés comme des sauvages qu'on va visiter comme des animaux de zoo, quoi, comme des animaux de foire. Voilà. Et donc ce film-là, le film Le Sauvage, donc en fait recoupe parfaitement ce que je dis là par l'intermédiaire de cette émission. Et donc cette émission est en pause visiblement, donc je suppose qu'ils sont en train de tourner, mais pour l'instant elle est en pause au niveau diffusion en tout cas. Enfin j'en entends pas parler en tout cas. Mais vous pouvez déjà voir celles qui ont été faites. Tout ça pour dire que s'il y a des projets d'émissions de télévision qui sont faites en collaboration avec certaines chaînes avec certains peuples autochtones, ça peut tout à fait être envisagé effectivement, mais ça doit être envisagé de façon profondément humaniste et surtout pas condescendante de notre part par rapport à eux. Voilà, c'est comme dit François Morel, c'est plutôt ça que je dis. Voilà. Alors, pour revenons à nos éléphants. J'ai été, moi, particulièrement touchée par certains plans, justement, quand on voyait l'éléphant suspendu avec les câbles, par les quatre pattes, comme ça. Parce qu'évidemment, moi qui suis ronde, et avec les jambes que j'ai, c'est pas très difficile que je m'identifie aux éléphants. Oui. Et oui, je sais, oui. C'est-à-dire que moi, à côté de Thomas Fersen, si vous voulez, on va être un peu comme Laurel et Hardy. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi Laurel, c'est toi Hardy. Enfin voilà, celle-là je l'avais pas encore faite, hein. Mais j'ai un éclairage vraiment très très étrange. Hein. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que c'est comme ça. Et j'ai été, oui, évidemment, cette histoire de câble, j'ai franchement rigolé quand j'ai vu ça. J'ai vu 2-3 plans comme ça. Ça m'a vraiment fait rigoler parce que je dis quand je suis de mauvais poil ou quand j'ai une baisse de morale, parce que j'ai une situation quand même là chez moi qui est quand même pas ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que je suis toujours sous tutelle, donc avec peu de revenus, etc. Et donc quand j'ai une morale dans les chaussettes, ça m'arrive de dire à Thomas, de toute façon, tu me manipules exactement comme une marionnette, quoi. Et donc une marionnette, par définition, elle a une ficelle à chaque main. Elle a une ficelle à chaque main et à chaque pied, et vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est ça la marionnette. Hein. Et donc là, évidemment, l'éléphant qui est endormi, et on dirait le marionnettiste qui est en train de... La pelleteuse, c'est le marionnettiste, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça assez amusant, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai un projet, sinon... parce qu'évidemment, étant donné qu'on a le musée de l'Ivoire à Dieppe, et que l'Ivoire arrivait à Dieppe, moi j'ai déjà, je sais pas, il y a peut-être 1 an ou 2, j'avais dit à Thomas, je dis écoute, l'idéal quand même, ce serait que la région Haute-Normandie, et que la ville de Dieppe en particulier, signe un partenariat avec la Côte d'Ivoire, et que, comment dire, que la ville de Dieppe, par l'intermédiaire de son musée, soit l'occasion de créer une manifestation à Dieppe, dont les fonds, évidemment, iraient directement au sauvetage des éléphants. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, pour ça, j'ai une idée particulière. Je vais vous raconter. Dans le village que j'habitais avant, qui s'appelle Ménilpanville, une année, à la fête du village, on avait fait un truc très particulier qui s'appelait le parcours des 5 sens. Le parcours des 5 sens. Et donc les enfants étaient inscrits le matin, et c'était que des mamans qui faisions ça. Et puis on avait alors j'avais une copine qui avait un baladeur avec différents types de musique. Non, pas des musiques, avec différents sons. Donc par exemple le bruit de la mer, des cailloux, enfin différents sons. Et donc je sais pas, on en avait peut-être une dizaine. Et donc on collait à l'écouteur le casque sur les oreilles du gamin, et il devait reconnaître les bruits qu'il entendait dans le casque. Et puis à un autre stand, j'avais une copine qui avait un stand, moi je sais plus lequel j'avais, mais enfin bref, c'est moi qui avais eu cette idée-là, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est moi. Et puis on avait fait, donc j'avais une autre copine qui s'occupait de l'odorat, donc on avait, je sais plus comment on avait fait, il faudra retravailler le sujet, visiblement. En tout cas, on avait fait les 5 sens, comme ça. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, évidemment. Alors le toucher, on peut très bien
On peut très bien envisager par exemple une boîte avec du sable, avec des cailloux, avec du velours, différentes sortes de tissus, enfin différentes matières, etc., etc. Et on avait fait les 5 sens. Et donc Défense d'Ivoire, j'y viens. Justement, on pourrait faire le parcours des 5 sens, sachant bien évidemment que pour travailler un sens, pour passer le test d'un sens, les autres sens sont justement cachés. Parce qu'autrement, évidemment, c'est tricher, quoi. Bien sûr. Mais je crois qu'on ne l'avait pas fait à l'époque. Donc ça faussait un peu le truc. Mais on essaiera de peaufiner ça. Et donc, on pourrait très bien faire ça sur la ville de Dieppe, mais le faire de façon très méticuleuse et sérieuse. Et les gens qui s'inscriraient pour faire ce test, justement, gagneraient vraiment quelque chose, c'est-à-dire une entrée gratuite au festival pour la totalité, par exemple. On pourrait très bien combiner ça avec une exposition d'art africain, par exemple, qui compléterait. On pourrait combiner ça avec c'est déjà pas mal, avec de la musique africaine aussi. Enfin, on faire carrément un festival africain, quoi, à Dieppe. Voilà. Et sachant qu'il y a le musée de l'Ivoire, justement, là-bas. Alors donc, ce qui serait bien, ce serait que les gens qui pourraient venir faire ce festival africain à Dieppe pourraient, par la même occasion, venir voir le musée de l'Ivoire et pourraient... Alors on pourrait très bien organiser aussi, promouvoir l'ivoire végétal. Parce qu'on peut aujourd'hui, il existe un ivoire végétal. Donc un artisanat d'art qui travaille l'ivoire végétal. Alors c'est une plante que je ne connais pas du tout, mais je vais me renseigner sur le problème. Quant au fait que les éléphants soient pourchassés pour leur ivoire, j'ai pour ma part une certaine stratégie que j'avais déjà eue, en fait, une idée que j'avais déjà eue, mais qui m'était complètement sortie de l'idée, et sur lequel je vais travailler, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je vais simplement en informer Thomas, qui transmettra à qui de droit, mais il est de la plus haute importance que ça n'apparaisse pas sur Internet. Voilà.